Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Celles et ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, The Last of Us est mon jeu favori. Nous pouvons le dire, je suis fan de cette licence, j'ai autant apprécié la partie 1 que la partie 2, le DLC compris. J'ai fait le tout plusieurs fois, je regarde quasiment chaque live d'Anthony Caliber, le speedrunner qui détient la majorité des records du monde dans plusieurs catégories concernant le jeu, donc autant vous dire que je connais chaque dialogue, chaque scène du jeu par cœur. Vous l'aurez compris, je suis très investi dans cette licence, c'est donc tout naturellement que j'attendais la série avec impatience. Je ne suis pas un expert du cinéma, donc ne vous attendez pas à la critique du siècle, mais je vais vous partager comment j'ai ressenti les choses et je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'un fan des jeux. Donc la série démarre sur une émission qui prédit malheureusement la tragédie qui va se passer, puis nous passons directement dans le quotidien des Miller avec le personnage de Sarah que nous suivons les 1/3 de l'épisode. Toute la partie où nous suivons Sarah est très respectueuse des scènes présentes dans le jeu. La réelle différence va se faire dans l'ajout de nouvelles scènes qui viennent étoffer les relations entre les personnages, leur situation, globalement le contexte dans lequel on se trouve avant la pandémie, comme par exemple les quelques discussions entre Sarah et son père. Et sinon, t'as fait tes devoirs ? Des fractions. Ou encore la relation qu'elle peut avoir avec ses voisins. Si vous voulez, je peux passer après les cours. Mais vite fait, ça vous va ? Oh, elle saurait s'en contenter. On la voit aussi aller réparer la montre de son père, scène qui n'était pas présente dans le jeu. Bref, plein de petites choses comme ça qui viennent placer le contexte et qui, mine de rien, restent pas mal centrées sur le personnage de Sarah. Ce qui crée directement un parallèle avec le jeu, puisque The Last of Us partie 1 démarre lui aussi sur le personnage de Sarah. C'est même le personnage que nous contrôlons toute la moitié de l'introduction. Donc le fait que l'on se concentre sur le point de vue de Sarah pour démarrer la série est loin d'être anodin. C'est un clin d'œil direct au jeu et c'est aussi une façon de nous rattacher à ce personnage pour faire appuyer le poids des événements qui vont suivre. En parlant de clin d'œil, on retrouve énormément d'éléments qui font directement référence au jeu, comme par exemple ce ballon de foot qui fait directement référence à Sarah. Ce n'est pas implicitement dit dans les jeux, mais Sarah était une fan de foot, c'est un sport qu'elle pratiquait régulièrement, en témoigne la photo que nous avons d'elle et Joel dans le jeu. On peut la retrouver avec le maillot de l'équipe dont elle appartient, avec un trophée à la main, ce qui induit qu'elle participe même à des compétitions et qu'elle est plutôt douée en plus de ça. On y retrouve aussi la guitare de Joel. Si vous avez fait les jeux, vous savez que Joel est un joueur de guitare. Il apprend d'ailleurs à Ellie comment jouer dans la partie 2. Il y a énormément de références aux jeux vidéo. Il faudrait une vidéo tout entière et dédiée à ça pour en parler, mais on peut aussi noter le film Curtis and Viper 2. C'est un film mentionné comme étant un des films préférés de Joel dans le jeu vidéo The Last of Us partie 2. C'est à la hauteur de tes espérances ? Bon, je suis un peu mitigée. Mais... faut bien reconnaître que c'est joli. On a beau avoir les mêmes plans et les mêmes dialogues que dans le jeu, tout a un impact différent dans l'ensemble grâce à toutes les scènes qui ont été rajoutées. Ça amène de la fraîcheur pour ceux qui auraient fait les jeux, mais aussi de la profondeur pour les personnes qui découvriraient The Last of Us avec cette série. Pour le coup, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver cet équilibre. Le problème des adaptations de jeux vidéo, je dirais même des adaptations en général, c'est parfois de trop vouloir se rapprocher du média original au point d'en faire un vulgaire copier-coller qui n'a aucun intérêt et qui souvent en plus de ça est malmené car c'est difficile de transposer les avantages d'un support à un autre support. A l'inverse, parfois ce qui fait une mauvaise adaptation, c'est qu'ils prennent le contre-pied total du média original. Souvent ça a tendance à totalement dénaturer l'adaptation ainsi que les qualités qui justement étaient à l'origine du succès du média original. Ici la série arrive à s'inspirer, à se rapprocher de ce qui fait le succès des jeux vidéo tout en arrivant à s'émanciper du jeu quand il faut amener un peu plus de profondeur et de contexte. Rien que pour ça et avec seulement 2 épisodes, la série est déjà considérée comme la meilleure adaptation d'un jeu vidéo. Car oui, je suis un petit peu en retard. Au moment où j'enregistre cette review, le 2e épisode est déjà sorti et il y a d'ailleurs énormément de liens à faire entre les informations qui sont données dans l'épisode 2 et cet épisode 1. Mais on en parlera sûrement pour la review du 2e épisode. Après tous les signes précurseurs du drame qui va arriver, nous avons la première confrontation face à un infecté quand Sarah décide d'aller voir à l'extérieur ce qu'il se passe. Elle s'inquiète pour ses voisins et décide d'aller voir si tout va bien. Sarah se retrouve nez à nez avec la vieille, je sais pas comment l'appeler autrement. C'est là où on peut voir un parti pris artistique en ce qui concerne le cordyceps, puisqu'on le voit ressortir un
petit peu de la bouche. J'ai trouvé ça intéressant. Sur le premier visionnage, ça m'a un peu surpris, certes, mais ça permet d'entrevoir la façon dont le champignon évolue dans le corps. Il y a ensuite toute une succession de scènes et de dialogues quasiment repris du jeu vidéo, sauf ce qui provoque l'accident de voiture. D'ailleurs, ils ont trompé un petit peu les joueurs en simulant cet accident de voiture. Dans la série, cet accident est causé par un débris de l'avion qui vient de se crasher. La première partie se termine sur cette scène emblématique et précurseur des événements qui vont se dérouler par la suite, car cela va impacter tout le reste du scénario ainsi que la psychologie du personnage de Joel, c'est la mort de Sarah. Nous retrouvons la ville de Boston 20 ans plus tard avec un enfant qui se dirige vers celle-ci. Nous apprenons par la suite que cet enfant est infecté. Ça nous permet de voir comment cette ville en quarantaine s'organise. On peut apercevoir comment Joel gagne sa croûte. D'un côté, il y a les activités légales. Il est très volontaire et n'est pas très regardant quand il s'agit d'avoir un peu plus de ressources. T'as autre chose pour moi? Rien aujourd'hui. Demain, il y a balayage des rues ou nettoyage des conduits d'égout. C'est quoi qui paye le mieux? Là où tu dois racler la merde. Et d'un autre côté, les activités illégales, comme par exemple fournir certains soldats de la Fedra en drogue. On imagine aussi qu'il fait quelques expéditions à l'extérieur de la ville pour récupérer des objets nécessaires au trafic. Concernant le jeu, c'est des éléments qui sont mentionnés plusieurs fois, même si nous n'avons pas plus de détails. Comment t'as su? Sur quoi? Pour l'embuscade? J'ai déjà été à leur place. Alors, t'as tué beaucoup d'innocents? Du coup, c'est intéressant de voir quel type d'activité illégale aurait pu avoir Joel avec la série. D'ailleurs, dans cette deuxième partie d'épisode, ils vont multiplier les différences entre le jeu vidéo et la série. Par exemple, l'introduction d'Ellie et de Tess est complètement différente dans la série. Cette différence se veut nous raconter beaucoup plus de choses en amont. D'autres différences sont à noter. Par exemple, on peut apercevoir Joel consommer cette fameuse drogue, chose qui n'est pas présente dans le jeu, mais qui fait malgré tout sens vu le contexte difficile dans lequel il vit. Sans parler de son traumatisme lié à la perte de Sarah, on peut voir qu'il fait énormément de cauchemars. On a aussi le fait que Joel cherche à contacter Tommy à plusieurs reprises. Dans le jeu, Joel est en mauvais terme avec son frère et ne cherche même pas à reprendre contact avec, sauf quand cela devient nécessaire. C'était comment, votre dernière rencontre? Je crois que la dernière chose qu'il m'a dite a été « Je vais plus jamais revoir ta sale tronche Eh ben... Mais il va nous aider? » Ça, on va le savoir très vite. Il y a aussi le trafic concernant Robert dans le jeu, ça concerne des armes et non une batterie. Écoutez, j'ignore ce qu'on vous a dit, mais c'est faux, ok? Je veux juste... Les armes. Tu veux nous dire où sont les armes? Ouais, bien sûr, mais... Bref, vous l'avez compris, il y a pas mal de différences et c'est ce qui permet selon moi à la série de briller, car c'est ces différences qui permettent à la série d'avoir un aspect authentique. On a la fameuse rencontre entre Joel et Ellie qui se veut tout aussi agressif que dans le jeu. T'approches pas d'elle! Lâche-la. Après une discussion entre Marlène, Joel et Tess, il se trouve qu'Ellie doit être escortée en dehors de la ville pour rejoindre un camp de Lucioles basé au Capitole. Tess et Joel acceptent la mission pour pouvoir récupérer la fameuse batterie dont ils ont besoin, et potentiellement plus encore. Tess et Joel ramènent Ellie chez eux, et on a des éléments très intéressants, car Ellie s'intéresse à un code qu'elle trouve dans un livre. Ce code est en rapport avec la radio. Elle ne manque pas d'interroger Joel à ce sujet. Elle pose la question suivante, qui est Bill et Frank? Donc, dès l'épisode 1, nous avons déjà l'introduction de Bill et Frank. Ça nous confirme bien que Joel et Tess travaillent avec Bill ainsi que Frank. Donc ce détail est assez cool car Bill et Frank sont des personnages que nous allons voir par la suite. Si vous avez joué aux jeux vidéo, vous savez de quoi je parle. Il y a toute cette sous-intrigue entre le personnage de Bill et de Frank. L'épisode se termine en dehors de la zone de quarantaine. Joel, Tess et Ellie sont interpellés par un soldat de la Fedra. C'est d'ailleurs le soldat à qui Joel a vendu de la drogue plus tôt dans l'épisode. Ce soldat applique la procédure et procède à un test pour savoir si l'un de nos héros est contaminé. Et il se trouve qu'Ellie en ressort positif. C'est à partir de là que toutes les questions se posent et c'est aussi le point de départ de toute l'aventure. Joel se précipite ensuite sur le soldat qui l'assène de coups jusqu'à le tuer. Ils ont appuyé cette scène avec un flashback qui n'était pas forcément nécessaire. Je pense qu'on avait compris le propos et l'épisode se termine. Globalement, les acteurs sont très bons, la série est bien réalisée. En tout cas,
quand on regarde ce qu'il se passe à l'écran, on y croit. Bien qu'on soit dans du post-apocalyptique, tout reste authentique et c'est ce qui participe à rendre l'atmosphère pesante. Puisque ça permet de se positionner assez facilement à la place des personnages, on peut facilement se demander, face à tout ce qu'il se passe, comment moi j'aurais réagi, question rhétorique que l'on se posait déjà en tant que joueur. J'ai été très étonné de voir à quel point les acteurs étaient fidèles aux personnages du jeu, tant dans les expressions, le caractère jusqu'à la gestuelle. Les costumes sont complètement tirés du jeu et pourtant nous sommes loin de cet aspect cosplay, puisqu'encore une fois une telle authenticité s'en dégage que finalement ça ne choque pas. Après, soyons honnêtes, il faut dire que les matériaux de base que sont les jeux étaient déjà très représentatifs de cette authenticité. Mais c'est avec justesse que la série arrive à tirer parti des qualités de ceux-ci. Tout le long de l'épisode, j'ai pas arrêté de me dire, bah dis donc, pour des acteurs qui ne se sont pas spécialement intéressés aux jeux vidéo, j'ai trouvé leur jeu d'acteur super bien retranscrit. Je me souviens d'un tweet de Troy Baker, je crois que c'était un tweet. Troy Baker, c'est l'acteur qui interprète Joel, mais dans les jeux vidéo. On peut dire que quelque part, c'est l'acteur original de Joel. Personne ne connaît mieux Joel que lui par conséquent. Bah, il avait dit que Pedro Pascal, donc l'acteur qui joue Joel dans la série, était un meilleur Joel que lui, dans le sens où il avait vraiment saisi l'essence même de ce qu'était le personnage de Joel. Honnêtement, quand j'ai vu ça, je me souviens avoir pensé que ses propos étaient sûrement là pour faire parler, pour faire de la promotion, pour rassurer les fans, tout simplement. Et bien, aujourd'hui, après avoir vu ce premier épisode, je ne peux que constater les faits. Anna Torv, dans le rôle de Tess, que dire d'autre à part une nouvelle fois mentionner la justesse du personnage, et encore, c'est surtout dans l'épisode 2 qu'elle va briller. Il faut savoir que Tess est pour moi un personnage plus complexe que Joel, du moins à l'origine, dans le sens où Tess, malgré tout ce qu'il se passe, a encore cette sensibilité, cette petite flamme, cet espoir qui brûle au fond d'elle, contrairement à Joel qui pour le coup est vraiment plus terre à terre et totalement fermé à la possibilité d'une amélioration dans le monde. Si jamais tu te sentais perdu... Si tu me dis de chercher la lumière, je te pète la mâchoire. Pour parler un petit peu d'Ellie, personnage qui a pas mal créé le débat sur les réseaux, en même temps c'est assez normal puisque c'est le pilier de l'intrigue, s'il n'y a pas de Ellie, il n'y a pas de The Last of Us. J'étais au départ très mitigé sur le choix de l'actrice Bella Ramsey, comme pas mal de monde, mais encore une fois je constate à quel point le personnage d'Ellie est respecté. Les décors sont dans l'ensemble bien réalisés, j'avoue avoir trouvé certaines scènes un petit peu cheap. Je sais que beaucoup ont reproché à l'épisode 1 d'avoir trop de scènes en intérieur, moi personnellement ça m'a pas choqué. J'ai aussi trouvé qu'il y avait une certaine longueur dans cet épisode. Parfois j'ai trouvé ça un peu long, je pense que le principal défaut de cet épisode serait ses longueurs. C'est bizarre parce que pourtant l'épisode a un rythme assez sympa et quelque part chaque scène n'est pas de trop, en tout cas j'ai pas l'impression. Donc malgré que je trouve l'épisode assez long, je ne vois pas ce qu'on pourrait retirer comme scène vu que jusque-là, tout me semble essentiel. Donc c'est un peu bizarre. Concernant la musique, il n'y a rien à dire. On retrouve les compositions de Gustavo Santaolalla, un des musiciens à l'origine des musiques du jeu. Donc c'est naturellement que l'on retrouve les OST du jeu, certaines sous forme originale, d'autres revisitées. À noter qu'on a certaines musiques tirées de la partie 1 comme de la partie 2 et c'est intéressant de le savoir. En tout cas, c'est là-dessus que se termine cette review. J'espère que vous aurez apprécié. Il y a tellement de choses à noter dans cet épisode que c'est difficile de traiter tous les sujets comme il se doit. Donc ne soyez pas surpris que certaines choses ne soient pas abordées. Comme je l'ai dit, il faudrait une vidéo entière pour chacun des points qui composent le jeu et la série. Cette review était là pour marquer le coup en tant que fan. Je pense que les prochaines seront beaucoup plus courtes. J'espère que vous aurez tout de même apprécié la vidéo. C'était la Pomme Noire. Ciao ciao.